Cette deuxième table ronde est sur la sécurité du futur et vers un nouveau rapport au travail et une nouvelle société. Et donc nous avons le plaisir d'avoir Jean-Pierre Farandou, qui est évidemment le président directeur général de la SNCF. Je pense que ça n'est pas une surprise de lien. Et Emmanuel Léon, qui est professeur de management à l'ESCP Business School. Patrick Pouyanné, qui est président directeur général de Total Energy. Luc Rémond, qui est président directeur général du groupe EDF. Et Anne Rigaille, qui est directrice générale d'Air France. Et comme pour la table ronde précédente, je vous propose de regarder un petit film introductif très court. Cela fait 20 ans que l'ICSI et la FONCSI fédèrent une communauté d'organisation autour des risques industriels. Et depuis 20 ans, la question des facteurs organisationnels et humains, ainsi que celle de la culture de sécurité, ont été centrales. L'urgence des enjeux environnementaux et sociétaux nous oblige à des changements rapides et profonds. Et forcément, cela a un impact majeur sur les entreprises. Leur stratégie de décarbonation active est activement scrutée par l'État et l'Europe, à l'horizon 2030 et 2050. Autrement dit, demain. Les marchés financiers ont des attentes de plus en plus fortes pour un comportement transparent et vertueux vis-à-vis des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cela invite les directions à s'engager ouvertement, notamment sur le respect d'une éthique de la gestion des risques. Recruter devient plus difficile. L'engagement des entreprises sur les enjeux écologiques et de qualité de vie au travail est un élément de choix déterminant pour les individus. L'entreprise doit se rendre séduisante, éthique et attractive. Cet aspect a un impact retentissant sur la sécurité et sa gestion. Un manque d'effectifs ou de compétences devient crucial, particulièrement dans les industries à risque, et peut avoir des conséquences majeures. L'engagement sociétal, l'emploi et la qualité de vie au travail sont donc des enjeux stratégiques pour beaucoup d'organisations. La sécurité n'est pas le premier sujet de ces mutations en cours, mais elle en est une passagère indissociable. Alors, comment amener les organisations et le travail à se transformer sans compromettre la sécurité qui ne peut et ne doit que progresser? C'est pour anticiper les risques inhérents à ces bouleversements que l'ICSI et la FONCSI veulent continuer à offrir un lieu privilégié pour réfléchir et partager de bonnes pratiques et de bonnes idées entre toutes les parties prenantes. Alors je crois que le film a bien situé le problème. On est dans un moment, en médecine on dirait esquis, de transformation. Tout se transforme de façon profonde et évidemment avec des conséquences sur le travail, sur la sécurité, sur la société et sur les attentes des uns et des autres. Je commence par Emmanuel Léon, je me tourne vers elle. Vous êtes professeur de management à l'ESCP Business School, vous êtes directrice scientifique de la chaire Reinventing Work, ce qui évidemment fait lien avec ce que nous discutons. Vous avez beaucoup publié sur ces questions de transformation du travail, particulièrement sur le télétravail et les nouvelles organisations. Et que vous évoque plus globalement cette nouvelle organisation? Est-ce irréversible? Est-ce que ça va avoir beaucoup de conséquences sur le management? Comment voyez-vous les choses? Et tout ça en 5 minutes, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là pour les 20 ans de l'ICSI. J'étais un peu inquiète avant d'arriver parce que voilà, un panel extrêmement prestigieux. Je suis professeur dans une école de management. Je pense qu'il y a beaucoup d'ingénieurs dans la salle. Donc j'étais un petit peu angoissée jusqu'à la table ronde qui s'est déroulée et qui m'a permis d'identifier qu'en fait, tout était centré autour de l'humain. Donc j'ai noté l'humain, la formation, l'IA, l'ouvrier, le rapport à l'entreprise, le rapport au travail, les évolutions sociétales, etc. Et je me suis dit, effectivement, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut savoir partager tous ensemble et sur lesquels on peut vraiment travailler. Alors la première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est un petit peu ce passage d'un monde, je dirais, d'une entreprise qu'on qualifie d'industrielle, et vous allez voir qu'elle est encore extrêmement présente, à une entreprise qu'on peut qualifier aujourd'hui de post-industrielle. Je m'explique. Dans l'entreprise industrielle, le travail, c'est d'abord du temps que je passe dans un lieu. Donc, quelque part, si j'échappe au temps et au lieu, j'échappe peu ou prou à la discipline. Alors, ça explique peut-être pourquoi en 2019, en France, on avait entre 6 et 7% de télétravailleurs. On n'était quand même pas le pays qui aimait le plus cette pratique.
Une deuxième caractéristique, c'est que dans ce référentiel, enfin dans ce monde post-industriel, c'est l'ouvrier, le salarié de référence. Et là, on a vu un moment dans la table ronde précédente, quelqu'un qui disait on n'a pas encore parlé des ouvriers. Et oui, parce que récemment, on a vu que le nombre de cadres en France venait de dépasser le nombre d'ouvriers. Et quelque part, l'ouvrier n'est plus le salarié de référence, maintenant ça devient le cadre. Troisième point, c'est finalement dans le monde industriel, ce qui me coûte cher, c'est de produire. Alors, on est passé dans un monde post-industriel, entendez-moi bien, c'est-à-dire qu'on a de l'industrie post-industrielle, hein, c'est pas l'un versus l'autre. L'industrie post-industrielle, c'est un endroit où finalement on n'a pas forcément besoin d'être tous ensemble au même endroit pour produire. Ce qu'on produit est beaucoup moins visible. Au temps moderne, hein, Charlie Chaplin qui prenait la voiture sous son bras pour aller la finir chez lui, c'était quand même beaucoup moins fréquent, on s'entend. Donc on a un salarié de référence, c'est le cadre, et ce qui nous coûte cher, c'est davantage tout ce qui est design, marketing, etc. Donc on est passé d'un monde à l'autre, et ça ne date pas de la Covid, hein, ça datait de bien avant. La Covid a juste eu un effet accélérateur sur toutes ces transformations. Donc, au-delà du traumatisme vécu qui est réel, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé basculé dans un monde post-industriel qu'on n'avait pas du tout anticipé pour la plupart. Du jour au lendemain, il a fallu travailler à distance, il a fallu s'organiser différemment, il a fallu faire face, soutenir les collectifs. On n'a jamais eu autant besoin des managers de proximité que dans un contexte de travail à distance. Tout ça amène quand même à se poser un certain nombre de questions sur la relation au travail. Elle a été abordée dans la première table ronde. La relation à l'engagement. Alors, j'ai beaucoup entendu dire de choses autour. Les gens ne sont pas engagés de la même manière. On n'a pas encore parlé des jeunes. On y viendra sûrement. Mais on n'est pas engagé de la même manière. Le rapport au travail est différent. Moi, j'ai envie de vous proposer une autre hypothèse. Est-ce que c'est vraiment le rapport au travail qui est différent ou est-ce que c'est le rapport à l'entreprise ? Quelque part dans l'entreprise industrielle communautaire, quand on vous recrutait, il y avait une sorte de pacte. On vous recrutait, on vous gardait jusqu'au bout. Aujourd'hui, ce n'est pas une promesse qu'on peut vraiment tenir. On peut à peine faire la promesse de l'employabilité, c'est-à-dire le jour où vous allez devoir partir, vous devriez avoir de quoi faire pour trouver un autre emploi. Donc on voit bien que l'engagement, il a évolué, mais il n'a pas évolué parce que brusquement les gens sont nés à telle ou telle période. Il a évolué aussi parce que tout le contexte a changé. Aujourd'hui, se pose un certain nombre de questions. Se pose la question de l'engagement, non pas au travail, mais vis-à-vis de l'entreprise. Se pose la question de est-ce que cet engagement nécessite de faire revenir tout le monde ? On a eu des tas de bruit là-dessus et on pourra également y revenir. Se pose la question de comment je fais, moi, quand je recrute de nouveaux arrivants et qu'ils arrivent et qu'ils sont tout seuls dans les bureaux parce que tout le monde est en télétravail. Se pose la question de l'équité. Alors là, on va tout de suite se mettre d'accord. Moi, j'ai plein de tables rondes. On me dit, oui, c'est quand même gênant parce que les cols bleus et les cols blancs ont droit au télétravail et pas les cols bleus. Je dis, on n'a pas attendu le télétravail pour qu'il y ait des différences entre les cols bleus et les cols blancs. Donc ça aussi, ça me paraît important quand même de dépasser ce genre de vision. Aujourd'hui, on est face à une transformation d'ampleur inédite qui nous a aussi conduit à faire des choix parfois, on a essayé de transposer à distance ce qu'on faisait plus ou moins bien déjà en présentiel. Donc il y a vraiment besoin, je dirais, de réingénierer, de changer nos logiciels managériaux et c'est ce sur quoi on travaille particulièrement dans la chaire. Merci. Merci. Je pense que ça fera écho à Jean-Pierre Farandou. Vous êtes le président directeur général de la SNCF, évidemment une grande entreprise en pleine évolution et qui doit entraîner tout son personnel dans ce défi de changement. Que mettez-vous en place pour gérer cette mécanique infernale? Ok, bonjour à tout le monde. Je voudrais quand même d'abord recentrer sur la sécurité, parce que la culture de sécurité, je suis convaincu que c'est absolument clé pour avancer sur la sécurité. Nous, la culture, c'est quoi? C'est d'abord beaucoup de salariés qui font de la sécurité. C'est 15 000 conducteurs, 15 000 aiguilleurs, 40 000 personnes qui font de la maintenance ou de la voie ou du matériel qui ont un impact sécurité. Ça fait beaucoup de monde. Hein, voilà, donc ça fait déjà, c'est important. En plus des gens qui ont des rythmes de vie particuliers, hein, ça se croise aussi avec les organisations du travail, des rythmes particuliers, 3-8, travail décalé, etc. Deuxièmement, on les forme chez nous. Et la formation est assez initiatique en matière de culture de sécurité, c'est là où ça se passe, puisqu'avant, il n'y avait pas. Donc ces 6 mois, ces 3 mois, ces 6 mois, cette année de formation, d'ailleurs je l'ai suivi moi-même, c'est la piqûre sécurité, la culture, elle est là, pof. Là, on prend un bon vaccin et je m'en souviens encore. Hein. Donc là, il ne faut pas se rater. Parce que la culture sécurité, c'est là on va l'attraper, on va changer. La personne, elle va changer, elle va appréhender ce qu'on va lui dire, à quel point c'est important, etc. Voilà, et après, il y a tout un effort de formation.
Après, oui, alors nous, on est complètement chamboulés, puisque si on schématise un triangle, organisation, finalité même, est-ce qu'on est un service public ou pas, hein, qu'est-ce qu'on devient? Organisation, transformation profonde due à la concurrence. Et troisièmement, l'individu, on voit bien qu'il est chamboulé par tout ce qu'on a dit, hein, les représentations à l'entreprise, au travail, etc. Nous, on a les trois bouts du triangle là, qui bougent à la fois. Donc, on ne peut pas faire plus. Donc, attention que les gens ne soient pas paumés, parce que ça n'aide pas. Si dans cette période de transformation, nos opérateurs de sécurité ne savent pas trop où ils habitent, c'est en tout cas un facteur de risque évident. Et ce n'est pas simple à donner des repères alors que tout bouge à la fois. Après, à partir de là, je pense qu'il faut revenir au basique. Au fond, un opérateur, c'est une personne. Hein. Nous, notre ambition, elle est simple, au fond. Elle est immuable, d'ailleurs. Ça a toujours été celle-là. Après, les modalités changent. C'est protéger et développer. Je pense que plus le monde bouge, plus il est incertain, plus il représente donc des risques. La transformation en étant un par lui-même. Il faut, pour de vrai, en sincérité, protéger les personnels. Il faut tout un tas de systèmes où les gens, face aux aléas de la vie professionnelle, même aux aléas de la vie personnelle, il faut les protéger. On le fait par le logement, on le fait par on a une médecine à nous qu'on veut garder d'ailleurs, même si ça coûte un peu de sous. L'exemple que je donne, vous êtes une famille à Paris, de cheminots, votre enfant a 2-3 ans, vous vous rendez compte qu'il décroche à l'école maternelle, il ne suit pas trop, il y a quelque chose d'un peu d'anormal qui intervient en psychomotricité, vous êtes perdu. Pour avoir un rendez-vous chez un pédopsychiatre à Paris, c'est 2 ans. Dans 2 ans après, votre enfant, il ne s'est pas rangé, vous sentez bien qu'il se passe quelque chose de grave. Eh bien nous, on a un service de santé où 2 mois après, vous avez les meilleurs pédopsychiatres de Paris qui reçoivent l'enfant et sa famille, avec un système de soins derrière. C'est qu'on ne le lâche pas comme ça. On va le soigner autant qu'il faut. Ça change tout. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire protéger. C'est être présent quand les salariés sont dans des difficultés personnelles. Alors on peut le faire, on ne peut pas le faire. On a la chance d'être une grande entreprise. On a la chance d'avoir un héritage qu'il faut conserver, qu'il faut moderniser, mais on ne va pas le lâcher. On ne va certainement pas le lâcher. Mais ça coûte un peu de sous, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Quand on voit les situations de confort hein, qu'on peut traiter, ou à l'inverse, comment nos salariés seraient perdus si on n'était pas là pour les aider. Ensuite, c'est développer. Je crois encore, alors je sais bien que les gens y partiront certainement, ils seront tentés d'aller voir ailleurs, etc., que ça pose énormément de problèmes. Mais c'est comme ça, on s'adaptera, on n'aura pas le choix. Pour autant, si on peut les garder, c'est quand même mieux. D'autant plus quand on renvoie à ce que je vous ai dit sur l'effort de formation initiale qui est juste énorme. Moi, j'ai intérêt à ce qui reste. Hein. Voilà, et si quelqu'un, on a réussi à lui donner la bonne culture sécurité, les bons réflexes sécurité, les bonnes pratiques de sécurité, voilà, j'ai vraiment intérêt à le garder, quoi. Donc pour ça, il faut une promesse de développement. Nous, en gros, le mot magique, c'est clair, c'est la promotion interne, c'est l'ascenseur social. C'est bon pour la sécurité d'ailleurs aussi. Hein, 70% de nos cadres viennent des métiers de base, donc ils ont été opérateurs de sécurité. Ils ont 10 ans, 20 ans, 25 ans d'expérience, donc ils savent de quoi ils parlent. Ce sont des gens bien imprégnés de ces thématiques de sécurité. Voilà, donc c'est important. Et puis je crois aussi que on a vu qu'avec le Covid, il y a pas mal de jeunes qui n'ont pas pu suivre d'études. Ça a été compliqué. Prendre un gamin qui a 20 ou une gamine, hein, qui a 20 ans, 21 ans, qui n'a pas pu aller au bout, on le prend sur un emploi de base et on lui fait la promesse qu'il faut qu'il bosse, hein, mais on lui donne le tremplin, la possibilité de devenir maîtrise 4 supérieur. Je pense que ça aussi, ça fait partie des éléments importants pour qu'au fond, créer un écosystème autour des salariés un peu sérénisé, un peu tranquillisé, et pour pas garder cette culture sécurité tout en la modernisant, mais ça c'est la suite du débat. Donc oui, notre responsabilité de dirigeant, c'est de créer ces écosystèmes qui vont faire que les opérateurs de sécurité seront au fond pris en charge et placés dans les meilleures conditions possibles pour remplir leur part du contrat, c'est-à-dire être des opérateurs de sécurité efficaces. Merci. Et je pense que Luc Rémond, président directeur général du groupe EDF, aura les mêmes préoccupations dans un moment de grand changement de l'entreprise aussi, de grande ambition. Qu'est-ce qui se met en place au niveau compétences, au niveau mouvement autour de la sécurité, mais pas que de la sécurité dans l'entreprise? D'abord, on a beaucoup d'éléments par lesquels nos deux entreprises se ressemblent. Hein, des entreprises de services publics dans lesquelles il y a une culture très forte, associée à la sécurité, des voyageurs dans le cadre de Jean-Pierre, évidemment de nos concitoyens dans le cadre d'EDF. Et cette culture est très profonde, très ancienne. Elle est entretenue, elle est développée par de la formation, par le développement de l'ensemble de nos collaborateurs, par la culture du site. Nous, on a des sites de production. Alors, c'est un petit peu différent de la SNCF, dont la sécurité est partout sur les voies. Nous, évidemment, on a le risque électrique qui est partout sur nos réseaux, mais on commence par la sécurité des sites de production. Et donc, c'est d'abord sur les sites qu'on apprend. Et on apprend à tout niveau dans l'entreprise. Et tous les parcours dans l'entreprise sont passés par les sites de production parce que c'est là qu'on apprend vraiment la culture de sécurité et de sûreté. Les enjeux nouveaux pour l'entreprise, ils sont liés au fait que nous sommes appelés
à nouveau à développer de nouveaux projets. Et ça n'a pas été le cas pendant quelques années, pendant une vingtaine d'années, puisqu'on a eu une phase de construction extrêmement dense dans les années 80-90, et puis les années 2010 et 2000, avec davantage d'opérations de nos sites existants et moins de construction. On a un site en construction en France, en nucléaire, assez peu de construction hydroélectrique en France, et l'avenir, avec la transition énergétique, nécessite que nous construisions à nouveau. Et donc notre défi pour la sécurité, c'est de construire bien, vite et en sécurité. C'est notre premier défi, évidemment, de continuer d'opérer en toute sûreté, à la fois l'hydroélectricité, le nucléaire, l'ensemble de nos opérations. Et pour construire vite et bien, un doublé d'EPR, c'est 12 000 personnes sur site pendant plusieurs années, dans un endroit qui n'est pas forcément extrêmement peuplé, extrêmement dense. Et donc, il faut commencer par acheminer 12 000 personnes tous les jours sur le site en sécurité. Il faut leur permettre de travailler dans quelque chose qui est le plus grand chantier d'Europe, c'est le cas à Hinkley Point aujourd'hui au Royaume-Uni, en faisant en sorte que des centaines d'entreprises qui travaillent en même temps sur le même site, avec des corps de métier très différents, sachent exactement ce qu'elles ont à faire pour ne pas perdre de temps, et en même temps aient conscience des enjeux de sécurité collective et de leurs enjeux de sécurité individuelle. Donc c'est ça notre premier défi sur la construction. Et c'est celui qui évidemment, nous préoccupe le plus aujourd'hui, pour faire en sorte que sur nos chantiers à venir, nous puissions avoir les meilleures conditions de sécurité. Alors on a plein d'aspects sur lesquels on travaille aujourd'hui. J'étais très intéressé par la discussion sur les nouveaux métiers et sur les transformations sociétales, parce que nous les vivons en plein, évidemment, avec des désirs de pouvoir télétravailler en partie. Bon, à la fin, une centrale nucléaire, ça se construit, donc c'est assez physique, hein. Il faut être capable de délivrer l'interface physique, c'est-à-dire du béton, du ferraillage, de l'intégration électromécanique, des tuyaux, des objets complexes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui est fait ailleurs et qui y concourt. Or, la sécurité, à la fin, c'est un exercice collectif. Et donc, l'un de nos enjeux dans cette transformation sociétale, c'est de nous assurer que toutes nos équipes, même si elles travaillent en entreprise étendue, en digital, avec une proportion de travail à distance qui est devenue plus importante par rapport aux constructions d'antan, malgré ça, nous ne perdions pas le réflexe de la sécurité. Et qu'ensuite, sur le site, par beaucoup de travail de collaboration entre les différents types d'entités, types d'entreprises qui vont intervenir, le sens de la responsabilité, le sens de l'anticipation, le sens de l'alerte, tout cela nous permettent de veiller vraiment à la sécurité des chantiers pour prévenir évidemment les accidents graves et mortels, mais l'expérience prouve qu'on prévient bien les accidents graves et mortels quand on fait attention aux petits signes, aux signaux faibles. Donc les chutes de plein pied, en général, c'est la première alerte sur le fait qu'un chantier n'est pas bien tenu, ou que la tension sur les risques du chantier n'est pas suffisante. Et donc, c'est avec cette gradation d'attention, en commençant par les risques simples, les chutes de plein pied, les choses qui sont pas mortelles, pas forcément graves, mais qui démontrent que la tension sur le chantier n'est pas faite sur la sécurité. Et par expérience, un chantier qui est tenu en sécurité et qui est tenu dans l'esprit de la sûreté, en général, il est aussi performant. Il n'y a pas d'opposition entre ces différents éléments. Ils concourent à la performance générale d'un chantier. Donc c'est comme ça que nous abordons cette nouvelle phase de construction pour EDF. Merci. Je me tourne maintenant vers Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Energy. Je suis sûr que vous partagez beaucoup de ce qui a été dit, mais si on monte encore en matière d'influence de la société, la société demande une transparence accrue aux grandes entreprises, des solutions vertueuses sur un certain nombre de domaines, notamment les critères ESG, environnementaux, sociaux, de gouvernance. Est-ce que Total Energy répond à tous ces critères avec une organisation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la prise en compte finalement de cette transformation et de cette pression de la société? Lorsque Total est devenu Total Energy, c'était le résultat d'un long processus interne qui a conduit à rassembler de nombreux collaborateurs autour de quelle est la vocation de l'entreprise, quelle est sa stratégie, quelle est sa vision à 10, 15, 20 ans, question qui nous était posée de façon évidente compte tenu du contexte, changement climatique, transition écologique et énergétique.
Et la réponse a été de définir une raison d'être qui est de fournir l'énergie la plus fiable, abordable, de plus en plus décarbonée au plus grand nombre. C'est assez simple. Et il y a eu quelque chose qui est apparu dans ces travaux, c'était mettre le développement durable au cœur de la stratégie, des projets, des opérations. Ça, c'est l'expression qui a été écrite collectivement, que j'ai adoptée parce que j'ai profondément une très forte conviction, c'est qu'en fait, il y a un continuum fort entre sécurité, développement durable, environnement, performance industrielle, performance économique. Tout ça se forme un tout et en fait c'est fondé sur l'engagement des collaborateurs. Si Total est devenu Total Énergie, c'est aussi parce que en 2019-18, en écoutant mes collaborateurs, certains se posaient des questions, qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans, compte tenu des pressions de la société, et que mon devoir c'était d'apporter une réponse, et la réponse a été, on va faire notre propre transition en s'ouvrant à d'autres énergies, celle de mon voisin de droite notamment, et en fait ce qui a été spectaculaire, dans les enquêtes internes qu'on fait maintenant tous les 6 mois, parce qu'il faut qu'on comprenne où est l'engagement des salariés, c'est qu'on est maintenant à 90% des salariés qui soutiennent cette stratégie de transition de l'entreprise. Ce qu'on n'avait pas avant, malgré le fait que cette entreprise n'est pas post-industrielle et a un pacte fort avec ses salariés, pour répondre, elle est un grand leader mondial, succès, mais on était à 70% d'adhésion à notre stratégie. Et ça, pour moi, c'est le plus grand acquis. C'est ce que j'explique à mes actionnaires qui m'expliquent mais pourquoi vous investissez dans ces énergies par carbone moins rentables. Je leur dis parce qu'en fait, profondément, j'ai donné confiance dans les salariés au futur de l'entreprise. Et là-dessus, on peut bâtir. On peut bâtir sur la sécurité. Sécurité qui, pour moi, est un autre sujet majeur. Quand on m'a donné un jour la responsabilité du raffinage chimique, ma première intervention a été de dire la seule chose qui m'empêche de dormir, c'est l'accident majeur. Comment je fais pour diriger une entreprise pareille, sachant que Total Energy a connu Erika, AZF, alors pas récemment, mais on en a connu. Comment on fait pour avoir une entreprise qui gagne des milliards et qui en même temps pourrait avoir un accident aussi terrible qu'AZF, chose qui est juste inexplicable. On peut faire tout ce qu'on veut. C'est pas un problème de responsabilité, c'est juste que la société nous regarde en disant c'est pas possible. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire, puisque la seule chose qui t'empêche de dormir, c'est l'enregistrement majeur, c'est de décider, un des premiers actes que j'ai pris, la sécurité est devenue une valeur. Alors c'est peut-être qu'un mot, mais dire que c'est une valeur et dire qu'on n'y compromet pas. Mais valeur, ça veut dire après culture. Parce que très vite, on tombe sur valeur, les gens te regardent, oui, mais il y a quand même les coûts, parce qu'au même moment, le pétrole s'était cassé la figure et donc on mettait des programmes massifs de réduction de coûts dans l'entreprise. Donc naturellement, ils me regardaient, ah oui, il est sympa, lui, il dit que c'est une valeur, mais il nous demande de réduire les coûts. Et donc il fallait qu'on démontre cet engagement. La culture, ça passe par des choses très simples. J'avais décidé que toute réunion commençait par un moment sécurité. Tous nos collègues anglo-saxons le font. En France, on n'y arrivait pas. J'ai dit, écoutez, on va le faire. Le fait de le faire nous-mêmes, on l'a fait. Ça a l'air de rien, mais vous enclenchez des choses. C'est des notions de rites, en fait. Il faut créer des rites pour que les gens s'en rappellent. Alors, le développement durable, on l'a pris de la même façon. Maintenant, les réunions du matin, c'est le moment de sécurité. Les réunions de l'après-midi, c'est le moment de développement durable. Bon, alors, ça a l'air de rien, mais tout le monde se met à parler de ce sujet-là. Le développement durable, l'ESG, au passage, c'est pas que le climat pour nous, hein, c'est pas que la biodiversité, c'est aussi les hommes et les femmes, parce que ça passe quand même d'abord par le bien-être des collaborateurs, hein, pour parler de tout ça. Donc tout ça, c'est quand même profondément pour moi ce qui est une aventure collective d'une entreprise, profondément, faire en sorte que tout le monde s'engage et qu'on puisse, après, agir dans la transition dans laquelle nous sommes engagés. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est quand même tout ça, c'est ESG, finalement, c'est des mots qu'on met sur le creuset profond de ce que c'est qu'une entreprise, une collectivité qui va réussir à la fois dans la sécurité, dans l'environnement, dans le bien-être de ses collaborateurs et dans la performance économique, parce que ce n'est que le résultat de tout ça. C'est pas... voilà un peu ce que je pense de votre question. Donc après, transparence, vous avez produit de transparence, bien évidemment, au XXIe siècle, j'ai aucun doute. Nous devons expliquer ce que nous faisons. Une entreprise comme celle que nous dirigeons sont devenus des acteurs économiques majeurs. Hein, et donc, quelque part, il y a une exigence de la société qui nous regarde. Mais c'est bien, parce qu'en fait, il faut qu'on explique, il faut qu'on aille vers eux. Dans le débat autour des risques, j'ai écouté tout à l'heure, il y avait le maire de Rouen, je crois, Lubrizol. À la fin, tout ça, il faut en permanence renouveler ce dialogue avec nos parties prenantes, nos riverains. Quelqu'un disait dans l'entreprise récemment, on parlait de
alors, partage de la valeur ajoutée avec les parties prenantes. Je dis, ça veut dire quoi, charabia? Quelqu'un m'a dit, non, mais c'est le local content, d'ailleurs, c'est le local content. Voilà, donc il faut aller parler. Je trouvais que la définition était bonne. C'est ça, en fait, finalement, ce qu'on cherche à faire collectivement pour qu'une entreprise puisse être considérée comme une entreprise à succès. Ce n'est pas que la performance économique, c'est l'ensemble de tous ces paramètres. Merci. Je pense que vous avez tous et toutes évoqué cette transformation profonde, la question des compétences qu'il faut former. J'ai senti plusieurs fois et chez chacun l'idée de l'entreprise qui devient formatrice, pas simplement des diplômes qu'on prend sur le marché, mais un énorme travail interne de formation pour s'adapter, cette dynamique qui est nécessaire. On a aussi cette compétitivité maintenant sur l'attractivité. Quel est le mariage que vous pouvez faire pour garder une attractivité très forte? Est-ce qu'il faut faire des gros changements dans la prise en compte du personnel, dans leur accompagnement pour garder cette attractivité? Je crois que c'était un peu évoqué déjà, mais quelles est un peu les idées qui vont derrière cela? Est-ce qu'on doit changer la posture de l'entreprise pour rester plus attractif en termes de propositions? Non, vous en parliez, c'est pour ça, mais est-ce que quelqu'un a... Il faut plein de choses pour être attractif comme une entreprise, comme entreprise, bien sûr, mais la première, je pense, c'est de bien expliquer la raison d'être de l'entreprise. Et toutes les entreprises ont une raison d'être, elles ont un impact social, elles ont une mission dans la société. Et ce qui amène les collaborateurs à nous rejoindre, c'est l'adhésion à cette raison d'être. Et je pense que c'est absolument essentiel de former cette raison d'être de façon claire et de faire en sorte que tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices qui ont envie de rejoindre aient compris et adhèrent à cette raison d'être. Et ensuite, on ne vient pas juste pour une raison d'être, on vient pour accomplir un métier. Et donc, il faut être capable d'expliquer les métiers de l'entreprise. Toutes nos entreprises ont beaucoup de métiers, en réalité. Et il faut expliquer les métiers de l'entreprise et faire en sorte que les jeunes et les moins jeunes qui veulent rejoindre l'entreprise se disent « pour cette raison d'être, je vais pouvoir accomplir mon métier ». Et une fois qu'on a atteint ces deux objectifs-là, ensuite il faut réussir l'intégration dans l'entreprise et faire en sorte que chacun des nouveaux venus dans l'entreprise se reconnaisse dans la culture de l'entreprise. Et c'est là que tous les efforts de formation, qui ont été très bien décrits par tous mes collègues, sont absolument essentiels. Et donc on travaille sur toutes ces dimensions-là à la fois pour garantir l'attractivité qui est absolument essentielle pour toutes nos entreprises dans une phase dans laquelle tout le monde cherche des talents. On a 4 entreprises qui ont des identités fortes. Hein. C'est pas vrai de toutes les entreprises. Hein. Il y a des petites, etc. Là, Air France, Total Energy, EDF, SNCF. Il y a une image quelque part. On a une identité. On provoque quelque chose dans la tête de quelqu'un qui cherche du boulot. Ces 4 mots, quand ils sont prononcés, ils évoquent quelque chose. Et déjà, c'est ça. Est-ce que la personne, elle a envie d'adhérer à cet imaginaire qu'elle peut mettre derrière les mots Total Energy, EDF, SNCF, Air France? Voilà, c'est pas anodin. 2, après, moi je crois beaucoup. On a les 4 boîtes d'ailleurs, les 4 entreprises. On est assez large, j'allais dire, assez présent dans la société française, chacun à notre manière, pour porter on est des marques projets. On n'est pas qu'une image statique, on est aussi une marque projet. C'est-à-dire qu'on est, en toute humilité, on ne va pas chacun d'entre nous changer le pays, hein, mais quand même, on a la surface, on a l'impact pour avoir une ambition de contribuer au changement de la société, voilà, quelque part, parce que moi je suis partout en France, parce que ceci, parce que cela, voilà, les territoires, la transition écologique, hein, on est tous là-dedans, chacun à notre manière, voilà. Donc je pense que embarquer finalement un salarié dans un projet, on fait pas mieux, hein, c'est du Saint-Exupéry revu et corrigé, quoi. Voilà, ça je pense que c'est clé. Et s'il y a sincérité, c'est-à-dire si le projet d'abord il est sincère, c'est pas du washing, et que le salarié il adhère, ben là déjà on a fait un sacré pas quand même. Hein. C'est-à-dire il est venu parce qu'il avait une image qui lui plaisait quelque part sans trop savoir le définir. 2, il rentre là-dedans, waouh, il y a un projet, il adhère au projet, on a fait un gros bout du boulot. Et après il faut qu'il soit bien sûr contributeur au projet. Après on arrive dans le managérial. Mais déjà ça. Oser finalement, c'est un peu d'audace, hein, c'est pas l'orgueil, hein, franchement, hein, mais c'est-à-dire après tout, assumons le fait que la taille de nos entreprises, la force de nos entreprises nous légitime quelque part à sortir du seul périmètre de la
pure entreprise, ses comptes, ses clients, ses concurrents, ses marchés, pour aller un peu plus large, ben ça, je pense que c'est assez décisif pour recruter et fidéliser des salariés aujourd'hui. Merci. Patrick. Sur ce thème-là, d'abord, j'en profite pour dire que 100 postes d'ingénieurs chez Total, 6000 candidats, pour ceux qui ont un doute, sur l'attractivité de l'entreprise. Et en fait, tout simplement, moi je suis d'accord, c'est le projet qui compte. Enfin, quelque part, ce qui fait que les jeunes nous rejoignent, c'est qu'ils disent, bon, ben, ces gens-là, ils bougent, ils vont faire quelque chose, ils vont contribuer à changer quelque chose un peu. Les jeunes, ils veulent changer le monde. Enfin, ils ont, comme nous-mêmes, on l'était. Alors après, avec l'âge, bon, on a toujours, mais on a toujours cette ambition quelque part d'avoir un impact. Et ça, c'est ça qui faut fonctionner. C'est le fait de pouvoir contribuer fortement à un projet. C'est la chance d'entreprises comme les nôtres. Donc, je pense que après, ils rentrent. On sait quand même, nous, pour être cohérent avec notre projet, d'ailleurs complètement réorganisé, puisque maintenant, un jeune ingénieur qui rentre, il rentre dans quelque chose qui s'appelle OneTech. Avant, il rentrait à faire du forage ou faire du raffinage ou faire du marketing. Ben, maintenant, il rentre dans une boutique où ils vont toucher à toutes les énergies. Et rien que ça, le fait qu'ils vont toucher au début, et certains vont faire des renouvelables, mais ils vont aller faire du gaz, et puis après ils se rendent compte que le monde est grand, et qu'ils font un peu de tout, et puis après l'entreprise leur offrira des carrières à l'étranger. Mais cette réorganisation qu'on a faite, elle était, pour rendre vis-à-vis de notre propre collaborateur cohérent la transition avec l'organisation même, qu'on sorte des silos et qu'ils puissent aspirer à ces nouvelles énergies, et puis pour que les talents rentrent dans une offre qui soit différente. Et ça, c'est à mon avis un message fort que les jeunes prennent et rentrent. Après, chez nous, quand ils rentrent, ils partent plus. Alors après, moi, j'ai pas de problème. C'est au contraire, j'aimerais bien qu'ils bougent un peu plus des fois. Hein. Donc, ils sont contents, quoi. Voilà. Entreprise chanceuse. Alors nous, on s'est posé beaucoup de questions avec le Covid, puisque ça a été un moment où on a mis nos avions au sol, perdu 8 milliards en 2 ans, et en plus où on pensait un monde, enfin on a eu des éléments de langage en permanence sur finalement l'aérien post-Covid, ça n'existera plus ou beaucoup moins. Donc on avait avant le problème de pas assez de turnover, comme disait Patrick. En sortie de Covid, on s'est dit mais mon Dieu, est-ce que les gens vont finalement revenir quand il a fallu rebâtir l'activité? Bon, les pilotes, les PNC, enfin les hôtesses et stewards, immédiatement, c'est pareil, on laisse ouvert 1 heure un appel à candidature, on a 3000 candidats et c'est plutôt l'inverse le problème. Mais on se posait la question, les jeunes cadres, les jeunes ingénieurs, est-ce qu'ils vont revenir dans une entreprise qui est à chaque fois, citer un exemple, sur l'empreinte carbone? Et en fait, on s'est aperçu que en prouvant qu'on était engagé sur la décarbonation, qu'on avait une vraie trajectoire, qu'on avait une vraie vision, qu'on se battait au quotidien, que c'était important pour nous, et puis sur les autres sujets, effectivement, on a vu revenir les gens, et pareil, quand ils rentrent, en général, ils restent 30 ans chez nous. Juste, effectivement, 4 entreprises exemplaires et, exemplaires du modèle communautaire que beaucoup vous envient, puisque aujourd'hui, vous avez énormément d'organisations qui peinent à avoir tous ces candidats qui viennent chez vous, et qui viennent chez vous parce qu'effectivement, il y a du sens dans vos activités, il y a de l'exemplarité, et il y a aussi quelque chose de très fort qui est que quand vous les recrutez dans la durée. Et donc ça, contrairement à ce qu'on imagine sur les jeunes générations qui, soi-disant, voudraient sauter de poste en poste, c'est pas vrai. Bien sûr, ils ont envie de développer de nouvelles compétences, mais quand ils sont bien dans une organisation, ils aimeraient pouvoir y rester. Ils aimeraient pouvoir se dire que ce contrat psychologique, il va être tenu de part et d'autre. Donc je trouve ça tout à fait remarquable d'avoir effectivement des entreprises qui fonctionnent sous ce registre-là. Je voudrais juste rajouter autre chose par rapport à l'attractivité sur ce que vous développiez. C'est finalement quand les gens se montrent engagés, ils se montrent engagés, comme vous le disiez, par rapport au sens, par rapport à l'autonomie et aux responsabilités qui leur sont confiées, et également par le fait de pouvoir développer des nouvelles compétences, de pouvoir être encore meilleurs dans ce qu'ils font. C'est ça qui rend un individu engagé, au-delà de tous les autres critères qui sont finalement des facteurs que Herzberg qualifierait d'hygiène. Et je pense que cette question du sens, elle était importante auparavant. J'espère qu'elle va se poursuivre, et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai le sentiment parfois que c'est une question de rapport de force. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'entreprise a un rapport de force supplémentaire sur le marché du travail, des moments où c'est les jeunes talents qui ont un rapport de force. Et je trouve que les entreprises les plus fortes, dont vous êtes les représentants, sont des entreprises qui ne changent pas leurs promesses à chaque fois qu'il y a un changement de contexte. Donc c'est assez effectivement exemplaire. Voilà. Juste un mot sur le Covid.
chez nous, et le télétravail, puisque c'était le thème initial, on en a profité chez nous pour traduire ça par un mot responsabilité. Il n'y a aucune règle dans mon entreprise sur le télétravail aujourd'hui. J'ai refusé d'en mettre en disant je vais faire confiance à nos collaborateurs. Le résultat, c'est que oui, ils sont moins présents le vendredi. Ça, je vous le dis, on suit ça. Mais ils sont présents du lundi au du jeudi, quasiment au niveau qu'on avait avant le Covid. Et on n'a toujours pas de règles. On n'a toujours pas de règles, on les laisse faire, on les laisse vivre. Alors, il y a eu au début un sujet col bleu, col blanc, qu'il a fallu que je règle assez rapidement, parce que finalement, le Covid, à la fin, on me demandait de verser des primes pour le télétravail, alors que j'avais des gens sur le terrain dans les usines qui, eux, continuaient à faire tout tourner. Je n'étais pas totalement à l'aise dans ce contexte-là. Mais honnêtement, ça a été pour nous l'objet de l'occasion de mettre la responsabilité comme premier point. On vous fait confiance. On vous fait confiance, gérez. Et pour l'instant, ça marche. Et ça fonctionne. Donc je pense que ça nous a obligés à réfléchir autrement à cela. Et le télétravail, oui, il est pratiqué, mais de façon, je dirais, assez raisonnable. Et tant mieux si les gens sont confortables. On a à se dire qu'il faudrait qu'on arrive à supprimer un vendredi sur 2 ou une demi-journée vendredi. Les Américains marchent comme ça. On fait des tests en ce moment dans plusieurs sites. Mais je veux dire, ça a été pour nous l'occasion d'une réflexion plus profonde sur comment on utilise ces événements ou ce télétravail pour renvoyer des messages au sein de l'entreprise. Alors peut-être une autre question qui prolonge d'une certaine façon la vision que vous pouvez avoir sur l'intérêt de regarder à côté. Évidemment, il y a beaucoup de secteurs industriels. Évidemment, il y a d'autres compétiteurs dans votre secteur. Est-il bon d'aller les voir? Est-il bon de se mettre en synchronie ou en tout cas en partage? Qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques minutes sur ce point? Est-ce que c'est des pratiques que vous avez? Moi, je considère que la sécurité, et on essaie de le faire sur le climat maintenant, n'est pas un sujet de compétition. Enfin, il y a, au sein de l'industrie pétrolière, parce qu'on a eu des événements majeurs, Piper Alpha, etc., on a un groupe, les 5 majors, les patrons de sécurité se réunissent régulièrement, on partage des statistiques, on partage des événements graves, on travaille ensemble. Il y a une référence dans mon domaine qui s'appelle Exxon en matière de sécurité. Un jour, j'étais dans une usine et un sous-traitant me disait, mais vous savez, alors je disais, comment ça marche la sécurité? Oh, c'est bien, mais vous savez, chez Exxon, quand on se tape sur les doigts, on ne peut pas se faire taper sur les doigts avec un marteau. Chez vous, on peut un peu. Donc du coup, j'ai dit, allez voir comment ils font chez Exxon et on va ramener les bonnes mesures. Donc c'est juste du principe. Mais je pense que c'est ce qui anime, après, c'est au sein du secteur. Après, c'est avec vous, là. L'aérien, le nucléaire, le ferroviaire ou le pétrole. Enfin, ce sont des domaines où, et je pense que c'est toute l'idée qui a présidé à l'ICSI et Fonxi originellement, c'est on fait de l'intelligence collective parce qu'on partage l'expérience et qu'à la fin, finalement, ces facteurs humains, même si c'est du transport, produire des grosses unités industrielles où on est plus proche avec Luc, à la fin, on a des problèmes qui sont quand même qui ressemblent à la même chose, des problèmes de management, des problèmes de culture. Donc je pense que c'est juste indispensable. Je ne sais pas si on peut être des génies en inventant, par contre, tirer les bonnes pratiques des autres, ça c'est juste essentiel quand on est un dirigeant. C'est même un devoir premier, quoi, de regarder ce qui se passe et après de réfléchir en permanence comment je le transpose chez moi. C'est un avis partagé qui a des expériences. Non, on veut bien parler. Nous, on est comme tout le monde. On a eu des gros pépins quand même. Hein. On n'est pas exempt des gros pépins. C'est pas si vieux et ça a été un grand choc, hein, forcément, les catastrophes ferroviaires. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais quand il y en a, forcément, c'est une remise en question totale. Enfin, on a tous raconté ça. Quand ça vous arrive une fois, vous vous en sentez pas le même. Voilà, c'est bon. Et donc, il a fallu admettre qu'il y avait des choses qu'on ne savait pas faire. Donc, il fallait aller chercher le concours de gens experts et qui aurait une exigence et une bienveillance. Et donc, on a mis en place un comité international d'experts avec André-Claude Lacoste qui a eu la gentillesse d'accepter cette mission. On avait en fait personne de chez nous. Il y avait du ferroviaire, mais pas trop. Beaucoup de gens qui avaient des expériences différentes du ferroviaire, surtout. Même si on acceptait aussi d'avoir quelques collègues, je pense aux Suisses, hein, qui sont excellents dans le domaine. Voilà, ça nous a fait un bien fou. Ça nous a secoué, hein, parce que là, le regard, il n'a pas été tendre. Hein, mais il fallait qu'on accepte d'écouter des analyses et des critiques, en tout cas des points faibles, hein, qui étaient exprimés très directement. Et à partir de là, avec humilité, dire on le prend, on en fait quelque chose, quoi, hein, et on change dans nos organisations, dans nos méthodes, dans notre culture. Voilà, et il y a de quoi faire. Et on l'a gardé dans le temps. Hein, on en a encore besoin. Parce que tout n'est pas parfait, loin de là. Je pense qu'on est globalement sur une trajectoire de progrès, mais il y a du chemin.
dans tous les types de sécurité d'ailleurs. On a vraiment encore beaucoup de chemin à faire. Et là, tout récemment d'ailleurs, on a eu à éprouver le besoin de se refaire botter les fesses, pour être poli, parce qu'en sous-traitance, on avait des accidents mortels inacceptables. Voilà, un niveau beaucoup trop important. Et donc, on a missionné ce comité d'experts en disant qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, diagnostic, benchmark, recommandations, et paf, ça va nous faire un bien fou. Ça fait mal quand même, parce que, mais il faut l'entendre, il faut accepter de se faire mal pour progresser. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est absolument important. Et deuxièmement, alors nous, on est en train de faire le chemin, donc visiblement le pétrole l'a fait depuis longtemps. Alors nous, on part de l'ouverture est plus récente, nous. En fait, on a longtemps été le seul opérateur ferroviaire en France, donc du coup, on ne savait pas trop avec qui partager, un petit peu au niveau européen. Mais là, ça y est, ça s'ouvre, enfin, diront certains, ça s'ouvre. Et donc oui, on a pris la décision de principe de ne pas faire de la sécurité un élément de concurrentiel, on va partager. Voilà, la décision de principe est faite, on va nous aussi mettre en place des process pour partager avec les autres opérateurs les analyses de sécurité, les recommandations et les retours d'expérience. EDF fait pareil ? Alors nous, on a évidemment beaucoup d'échanges avec les autorités de sûreté et avec nos pairs qui sont également opérateurs nucléaires dans le monde entier, dans des échanges qui sont très organisés, très structurés, dans lesquels on fait même des inspections par les pairs pour apprendre. Chaque fois qu'il y a un incident quelque part, évidemment, il fait l'objet d'un retour d'expérience. Il est ensuite partagé à l'échelle de l'ensemble de la communauté. Donc tout ça est très organisé. Ce qui est peut-être plus récent, parce qu'on en ressentait le besoin et que nous sommes en train d'accélérer, c'est de regarder en dehors de l'industrie. Parce que, comme toujours, il faut anticiper sur des changements de méthode, des changements d'outils, des savoir-faire différents qui peuvent bénéficier à notre industrie, à la fois pour sa sûreté, mais également pour sa performance. Et donc, de plus en plus systématiquement, donc on regarde chez nos voisins, donc dans l'industrie pétrolière, qui effectivement, Patrick le disait, est très proche de la nôtre, qui construit beaucoup, qui a des systèmes complexes aussi, qui doit opérer et téléopérer, enfin, qui a beaucoup de caractéristiques communes avec la nôtre. Il y a des savoir-faire, il y a des pratiques dont nous nous inspirons pour continuer d'enrichir l'industrie nucléaire ou l'industrie hydroélectrique, parce que c'est les mêmes problématiques, même les renouvelables en bénéficient aussi, même si leur niveau de complexité d'intégration et de risque sécuritaire est moindre. Voilà, donc on a la même discipline et les mêmes objectifs. André Gaille, vous parliez tout à l'heure d'aller voir des collègues, peut-être élaborer un peu plus sur ce point ? Oui, je crois que le partage des incidents, des analyses d'incidents dans l'aérien, c'est quelque chose qui est installé, et on le fait avec toutes les compagnies à l'international. On le fait sur les nouveaux risques. Je pense aux drones, je pense aux feux de batterie lithium à bord, qui sont des risques qu'on a un petit peu de mal à maîtriser. Voilà, c'est nouveau, donc on découvre, donc on doit beaucoup discuter. On avait eu aussi, je me souviens, les problématiques de la 5G aux USA, qui a failli grounder tous les avions au-dessus des USA, parce que là, ça a interféré avec les instruments de bord. Les autorités, la FAA, nous donnaient aucun guideline, donc c'est plutôt en discutant entre compagnies qu'on a effectivement élaboré les plans d'action de remplacer les radioaltimètres. Donc ce type d'exemple. Et puis de plus en plus on sort de l'industrie. On a ramené de chez Total Energy effectivement les safety moments, mais aussi les règles d'or qu'on est en train de déployer. On est allé chez Bouygues Construction récemment pour effectivement ramener beaucoup sur la sécurité au travail. Ils ont beaucoup de procédures, de pratiques qui nous ont intéressés. Puis je me souviens quand on réfléchissait à l'organisation de notre sécurité, puisqu'on a beaucoup évolué, j'avais pas mal échangé avec Damien Palan, qui est un pilote, qui est allé à la SNCF pour s'occuper de sécurité, et qui est là. Ah, je t'avais pas vu, Damien, et qui effectivement nous a bien orientés en nous expliquant ce qui marchait à la SNCF. Donc oui, c'est très très précieux. Alors évidemment, on voit l'unisson autour de ces pratiques. Quand on est du côté universitaire, quand on dirige une chaire sur réinventer le travail, est-ce que c'est justement une chaire qui va essayer de mettre autour de la chaire tous les acteurs, toutes les composantes pour essayer de les faire travailler ensemble ? Oui, dans l'idéal, sachant qu'on a commencé par beaucoup de travail virtuel, puisque la chaire a été lancée en octobre 2019. Donc effectivement, on a commencé par un long moment distanciel. Alors moi, il y a 2 points par rapport à ça. Déjà, il y a un risque dont on n'a pas parlé, il me semble que, je voudrais juste l'évoquer rapidement, c'est par rapport à tout ce qu'on dit sur l'évolution des métiers. Et j'entends bien cette notion de partage, de transparence qui est fondamentale dans vos métiers. J'attire juste votre attention sur le fait que toutes les recherches montrent que si on veut que les gens coopèrent, il faut quelque part qu'ils aient le sentiment
qui ne sont pas eux-mêmes en danger en matière de compétences et d'emploi. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on voit quand même, qui était déjà là en 2019, ces questions-là, elles étaient déjà là en 2019, mais ça revient avec des vraies inquiétudes de est-ce que j'ai intérêt à partager ou pas ce que je sais. Ça date pas d'hier, mais je trouve que c'est extrêmement fort aujourd'hui, et moi je trouve qu'il y a un risque humain de ce point de vue-là. Pour revenir à votre question, oui, une chaire. Alors déjà, donc, cette chaire a été développée en partenariat avec BNP Paribas. Et donc, dans BNP Paribas, on a 6 différentes entités qui financent la chaire avec des questions et des problématiques différentes. Cela dit, nous, on a tout de suite voulu que ce soit un écosystème ouvert. Donc, quand on fait des événements, on est très heureux d'y avoir accueilli Schneider, KPMG, on a aussi accueilli Michelin, Safran, on n'a pas eu la chance de vous accueillir, mais ça ne saurait tarder, autour de thématiques qui nous inspirent tous. Donc là, par exemple, on a la chaire IoT qui est en partenariat avec Schneider Electric et qui, avec la chaire Cartier et notre chaire, va organiser un événement autour de ces nouvelles générations et de leurs potentielles attentes. Donc oui, on a vraiment vocation à essayer de travailler ensemble. On est en Europe un peu démunis parfois par rapport à ça quand on regarde des méga structures américaines, et donc on fait de notre mieux pour faire de même. Merci. Oui, Patrick. Non, pour rebondir sur l'intelligence artificielle, je vois, comme quelqu'un le disait dans la table précédente, un écart profond entre l'Europe qui a peur et l'Amérique qui en fait un atout. Moi, quand même, je trouve ces outils formidables. Et par exemple, et je veux dire, on les applique très concrètement à progresser ensemble. On a fait notre journée la semaine dernière à nos actionnaires à New York d'ailleurs, et la première planche était intelligence artificielle et sécurité. On a démontré les risques technologiques, comment grâce à l'utilisation des data, on arrive maintenant à prévenir le risque de ce qu'on appelle un kick dans un puits de pétrole, et en anticipation, et on n'a plus d'incidents. Enfin, on montre des progrès très importants, très concrets, très pratiques. Ce sont des outils dont il ne faut pas avoir peur, il faut les prendre en charge. Ils vont nous aider à mieux travailler. Ça va être d'ailleurs pour nous, Européens, des ressorts de productivité profondément, mais pas au détriment des êtres humains, il ne faut pas rêver. D'ailleurs, si vous voulez l'exemple malheureux, je ne sais pas si j'ai le droit de l'utiliser, mais ce qui s'est passé ce week-end, croire qu'une ceinture électronique peut remplacer les hommes, malheureusement, on a vu les limites. Donc je pense qu'il faudra toujours, n'ayons pas peur de ça, mais prenons le sujet positivement et engageons-nous sur l'intelligence. Et nos collaborateurs, quand on se met avec eux, alors d'ailleurs, prochaine étape l'année prochaine, on va former tous nos collaborateurs à ce qu'on appelle low code, no code, pour leur montrer que tout ça, c'est juste des choses qui peuvent eux-mêmes comprendre, eux-mêmes saisir. Donc il faut rapprocher tous ces objets digitaux, intelligence artificielle, de nos propres collaborateurs et les former. Les compétences, ça passe par là. Ils n'ont pas de compétences, ils ont peur, on va commencer à les acculturer à tout cela, et ils vont en voir les outils. Donc là-dessus, moi je crois beaucoup à apporter des compétences et on va en faire un atout. Mais il ne faut pas qu'on passe notre temps à dire « oh là là, à cause de ça, faire des jobs ». Non, on va en trouver, on va en fabriquer, on va rendre notre vie plus simple, on va trouver d'autres moyens que chacun d'entre nous va être plus utile. Finalement, comme je leur dis, grâce à l'IA ou à ChatGPT, à côté de vous, vous avez un consultant permanent. C'est plus la peine de payer McKinsey, il est à côté de vous en permanence. Donc voilà, travaillez avec lui. Non, je crois vraiment qu'il faut ici, enfin je le pense, montrer, être positif. Ce sont des outils extraordinaires qui vont nous permettre de progresser comme l'être humain passe son temps à progresser. Donc c'est une nouvelle étape. Alors en même temps, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas commencer à dire oui, il y a des nouveaux... Mais on sait s'adapter, l'être humain est capable de s'adapter de façon extraordinaire. Vous savez, il y a 25 ans, on travaillait sans Internet, sans téléphone mobile, sans tout ça, on y arrivait très bien. Aujourd'hui, on y arrive mieux, on fait efficacement, puis on fait autre chose simplement. Voilà ce que je crois. En même temps, ça introduit l'idée d'un système qui vit et qui change quand même de plus en plus rapidement. Oui, d'accord. Et donc, il y a un effort des entreprises pour essayer de rentrer dans le rythme de ces changements et sur de très grandes populations de travailleurs, qui est le cas de ces 4 grandes entreprises qu'on a ici. Oui, mais je pense qu'il faut savoir aussi trouver le bon rythme. C'est-à-dire qu'à la fin, le but, c'est pas tout d'un coup de passer notre temps à faire des ébulons, ça ne marche pas. Donc les collègues et les collaborateurs, ils ont une capacité d'option, donc il faut les accompagner et à nous trouver quel est le bon rythme pour ne pas passer à côté du sujet, mais en même temps trouver le chemin qui fait que cette modernité, ces nouveaux outils sont adoptés. Je voudrais finir par quelque chose qui est une tautologie, mais je la pose quand même comme question. Est-ce que vous croyez que ce rythme de crise qu'on a vécu et de nouveaux risques qui sont apparus vous inquiète pour la sécurité, ou est-ce que vous pensez que le travail qui est fait aujourd'hui en amont, en conception, nous garantit quand même de
d'un très haut niveau de sécurité dans les années qui viennent? Vous parlez de la succession des crises qui se... Vous savez, moi, j'entends le mot crise depuis que je suis né. Hein, donc, elles ne vous font pas plus peur. Je pense qu'il ne faut pas... Voilà, il ne faut pas déclarer que c'est la fin du monde pour autant. On a un défi colossal qui est devant nous, qui est de répondre au changement climatique. C'est la raison d'être d'EDF, que de répondre par le savoir-faire de ses collaborateurs, par la technologie et par le service qu'on apporte à nos concitoyens et à l'ensemble des pays que nous servons, par notre savoir-faire, de répondre à ce défi. C'est un formidable défi, voilà. Mais on ne va pas déclarer qu'on a perdu avant d'avoir mené la bataille. Donc elle est devant nous. Et ce n'est pas le premier que l'humanité relève. Et donc moi je pense comme Patrick, on a des nouveaux outils pour relever des défis qui sont peut-être plus importants. L'humanité est aujourd'hui beaucoup plus nombreuse qu'elle l'était il y a 2 siècles. Et donc elle se crée elle-même des défis supplémentaires. Le réchauffement climatique en est un. C'est à nous de le relever. Merci. Peut-être un mot de plus ? Un mot, ce qui change, c'est quand même, il y a moins de certitude. Voilà, ça, je pense quand même qu'on va tous être d'accord là-dessus. C'est un peu rock'n'roll quand même. C'est-à-dire maintenant tous les plans à 5 ans, à 10 ans, il faut en faire, hein, parce qu'il faut bien donner des caps et avancer et agir. Après, voilà, faut être humble et être capable de les réviser rapidement, parce que voilà, les quelques années qui viennent de passer montrent qu'il y a des éléments majeurs qui changent dans notre environnement. Mais soyons confiants, comme l'a dit Patrick, dans notre capacité de dirigeants et de nos staffs et de nos personnels à réagir devant ces éléments d'incertitude. Merci. Je vous propose qu'on termine la table ronde sur ce propos positif et qui reflète, je pense, bien le futur. Merci. Merci.